Bonsoir à tous. Donc, Joël Demouge, CTS en Bourgogne-Franche-Comté. Je remercie Thomas par rapport à l'organisation de ce webinaire et je vous remercie aussi de participer parce que j'ai pas eu le temps vraiment de compter combien de participants, mais je crois que c'était pas mal. J'ai vu en tous les cas des tas de noms s'afficher, des personnes que je connais bien, d'autres un peu moins bien, mais c'est pas grave. Non, c'était juste pour vous redire effectivement que les formations arbitrage depuis 3 saisons maintenant, hein, c'est bien ça, Thomas, sont intégrées dans l'organisme de formation de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, donc IDSF, hein, notre Institut de développement du sport par la formation et l'emploi. Et donc, comme toutes les autres formations d'entraîneurs, on a un cadre effectivement à respecter autour de cela. Et donc, on est effectivement dans avec les mêmes critères de présentation, d'exigence de niveau, de coût, de participation aussi des cadres. Voilà, donc c'était essentiellement pour vous dire cela. Repréciser aussi que effectivement la Ligue depuis quelques années, a fait un effort aussi considérable sur la formation des arbitres, notamment pour mettre en place des vrais rubans pédagogiques, on appelle ça dans notre jargon, qui correspondent, qui correspondent aux critères et qui correspondent aussi au contenu que l'on souhaite dispenser dans les formations d'arbitres. Donc voilà, vous ne serez pas surpris non plus de voir que effectivement ces formations ont un coût, hein, un coût qui est standardisé aussi par rapport à l'organisme de formation. Mais comme on s'approche des autres formations, c'est tout à fait légitime et normal. Même si pour certaines des formations, la Ligue participe et donne aussi quelques réductions quelque part à ses coûts. Voilà, donc c'était important de vous préciser tout cela. Vous dire aussi qu'on fait très attention au flux qui participe à ces formations. On fait aussi attention à la qualité de ce qu'on peut dispenser. Et je sais que Thomas s'y emploie vraiment et je le remercie beaucoup. Mais je sais aussi qu'il est aidé par un groupe de formateurs dont je vois certaines personnes, Fred, et puis le nouveau président aussi, Patrice Jadel. Donc, je crois qu'il y a une équipe de formateurs de qualité autour de ces formations d'arbitres. Et ben, je souhaite que tout le monde puisse en profiter pleinement euh, pour qu'on améliore aussi l'arbitrage sur notre territoire et puis qu'on puisse former et des jeunes et des moins jeunes dans l'arbitrage. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont faits pour que les formations elles soient à distance et pas uniquement en présentiel, pour vous permettre aussi une certaine proximité. Et là aussi, je veux saluer le travail de Thomas pour la mise en place de ces contenus. Patrice Jadel, que vous connaissez, j'imagine, si vous êtes connecté sur cette visio, tout fraîchement élu président de la commission territoriale d'arbitrage, qui va également introduire cette visio, ce webinaire, plutôt d'un point de vue technique arbitrage, après l'introduction de Joël, avec un rappel au niveau formation IDSF. Patrice. Oui, merci Thomas. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, moi j'embrasse de nouvelles fonctions pour cette saison, après avoir relayé Frédéric Parent sur les 2 derniers mandats plus que largement. Donc je remercie Thomas pour l'organisation de cette visio également, parce que c'est important que les clubs soient au courant de tout ce qui se met en place au niveau arbitrage, au niveau de notre ligue. Sachant qu'il y a de nombreux chantiers pour et valider des impositions qui sont en lien avec la CMCD, autant au niveau territorial qu'au niveau national pour les clubs qui évoluent, mais aussi et surtout pour un développement et un renforcement qualitatif de l'encadrement de nos jeunes arbitres, et puis sur les terrains, vous ayez quelque chose qui soit en rapport avec les évolutions du jeu, et que nos arbitres sur la majorité des niveaux
puisse donner satisfaction et aux officiels et aux joueurs et joueuses et également au public pour faciliter la compréhension de nos règles de jeu. Donc ça fait beaucoup d'enjeux auxquels la commission d'arbitrage et l'IDSF cherchent à s'attacher. L'arrivée de Thomas en tant que salarié de la Ligue sur ce domaine a permis très clairement de doper nos formations et puis de leur donner un sens qualitatif. L'objectif sur la prochaine mandature, c'est de poursuivre ce travail et de faire en sorte, comme le disait Joël également, qu'on puisse avoir et des formations qui répondent aux besoins rapides des clubs, notamment sur le déploiement des formations des nouveaux T3 par exemple, mais également des formations qui soient qualitatives et qui permettent un vrai renforcement des compétences des populations qui évoluent dans le giron de l'arbitrage. Donc ça fait beaucoup de défis à relever. Pour le moment, ça fait maintenant 3 saisons qu'on a vraiment dopé nos formations arbitres. Ceux qui les ont suivis ont réussi à clairement identifier beaucoup d'aspects positifs sur celles-ci. Il reste de nombreux chantiers à développer. Thomas va vous présenter ce soir donc, tout ce qui est en rapport avec l'encadrement des écoles d'arbitrage, accompagnateurs écoles d'arbitrage, notamment de nouvelles formules pour renforcer très clairement l'accompagnement de nos juges arbitres jeunes clubs comme les T3. Donc vous verrez, hein, c'est une opportunité dont moi j'espère beaucoup de clubs vont se saisir, puisque le format va réduire en volume horaire et surtout en termes de coûts. Et ça permettra très clairement de sécuriser nos jeunes et il y en a grandement besoin. Et puis après, il vous présentera aussi ce qui se fait sur tout ce qui est formation officielle table de marque, sur tout ce qui est formation également pour nos arbitres quand ils veulent continuer à développer leurs compétences. Voilà, moi j'ai fait le tour à peu près de tous les domaines. Sachez pour tous ceux qui sont connectés que sur l'aspect formation, donc Thomas est votre interlocuteur privilégié. Par contre, vous pouvez nous solliciter sur tout le reste en liaison avec l'arbitrage. Autant moi directement sur mon adresse mail. Et donc là, il y a pas mal de clubs qui sont au courant maintenant puisqu'on essaye de beaucoup communiquer en ce début de saison. Que sur l'adresse de la CTA où Didier Ragnard qui est connecté partage les réponses avec moi pour faire en sorte que vos interrogations ne demeurent pas sans réponse le plus vite possible. Voilà, et on s'attache à répondre très rapidement, donc aucun souci pour nous contacter, on tâchera de vous apporter les réponses que vous souhaitez. Je vous souhaite une bonne réunion et puis merci à Thomas encore une fois. Merci Patrice. Alors, on va attaquer avant d'aller un petit peu plus en profondeur dans les différentes formations. Vous dire effectivement que l'objectif de cette visio, c'est de répondre au plus grand nombre, surtout au plus grand nombre de questions que vous avez, puisque le début de saison montre bien au travers du nombre de mails reçus par jour à propos des formations arbitrage qu'il y a un intérêt ou tout du moins des questions autour de cette formation, de ces formations de la nouvelle architecture en lien avec également les impositions CMCD. Donc l'objectif, c'est de démystifier un petit peu tout ce qui peut se passer autour de l'arbitrage et notamment des formations pour vous aider à circuler au travers de l'offre qui devient de plus en plus dense et intéressante au sein de l'IDSF en ce qui concerne l'arbitrage. Donc, comme le précisait Patrice en introduction, pour vous aider à vous repérer, on va avoir quatre grands champs qui vont alimenter les formations arbitrage pour la saison 2024-2025. Un premier champ avec une dénomination J'accompagne, qui ici viendra englober les formations d'accompagnateur école d'arbitrage et d'accompagnateur club. Une deuxième, je contribue, où là, on a l'entrée au sein de l'IDSF des formations officielles table de marque et responsable de salle, qui est une nouvelle formation qui n'existait pas auparavant. J'encadre l'arbitrage avec la présence des formations de l'animateur école d'arbitrage et de son recyclage. Et enfin, le dernier en bas de votre écran, j'arbitre avec évidemment les recyclages juge-arbitre adulte et les formations T3, mais également la formation T1, T2 pour aller plus loin et aller toucher le plus haut niveau régional. Donc voilà les quatre grands champs dans lesquels vous pouvez retrouver des formations arbitrage pour la saison 2024-2025. Avant d'aller plus loin, vous expliquer un petit peu, puisqu'effectivement, il y a des nouvelles formations, des formations qui rentrent au sein de l'IDSF, donc je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur le fonctionnement. Vous avez, vous aviez, pardon, la saison précédente, deux strates au niveau de votre club. Vous aviez l'accompagnateur école d'arbitrage et l'animateur école d'arbitrage. À partir de cette saison, une nouvelle formation fait son apparition qui est accompagnateur club. Et donc, la hiérarchisation des formations au sein de vos structures,
Ça sera le premier niveau accompagnateur école d'arbitrage que vous retrouvez tout au-dessus. Et on reviendra juste après sur les différentes missions qui sont confiées à l'accompagnateur école d'arbitrage. Le deuxième niveau sera désormais accompagnateur club. Et le troisième niveau au sein d'un club sera l'animateur école d'arbitrage. Donc vous voyez que la fédération rajoute une nouvelle strate qui est accompagnateur club pour permettre un encadrement, notamment des jeunes arbitres, encore plus dense et plus rigoureux le week-end pour répondre à un seul objectif, celui de sécuriser la pratique de nos jeunes arbitres sur tous les terrains et notamment sur notre territoire. Vous avez juste en dessous officiel table de marque, qui ici n'est pas une nouvelle formation en soi, puisqu'elle était déjà dispensée les saisons précédentes, les dernières années, par le biais de la CTA. Et aujourd'hui, le choix a été fait de rentrer cette formation d'officiel table de marque au sein de l'IDSF, comme le disait Joël, pour répondre à un cahier des charges de formation, qu'on puisse être rigoureux aussi dans le contenu qu'on vous apporte et la façon dont on vous transmet ses compétences pour être capable et être en capacité de tenir des rôles de secrétaire ou de chronométreur le week-end. Vous avez la formation de responsable de salle qui est ici, par contre, une nouvelle formation qui n'existait pas auparavant et qui visera, vous le verrez, à être en capacité de connaître déjà d'un point de vue réglementaire les attentes d'un responsable de salle, mais également les droits et les devoirs pour cette personne. Et enfin, en dessous, dans les encarts, j'encadre l'arbitrage et j'arbitre des formations que vous connaissiez déjà auparavant, sur lesquelles nous reviendrons notamment en termes de planning, de date et de déroulement pour la saison 2024-2025. Est-ce que, avant d'aller plus loin dans chacune des formations, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'architecture, par rapport aux nouvelles formations qui peuvent apparaître? Est-ce que certaines questions arrivent déjà à ce moment-là? On peut prendre un temps pour y répondre. Alors l'obligation de formation, en fait, elle est en lien avec les clubs qui évoluent sur le niveau championnat de France. Après, pour les clubs qui évoluent au niveau territorial, normalement, la présence d'un licencié sur certains niveaux de jeu à l'extérieur, par exemple, est obligatoire et fixée par la COC. Donc là, pour le moment, il n'y a pas d'obligation d'avoir suivi une formation d'OTM pour ces clubs-là, par exemple en prénat de Attention, filles. c'est responsable de salle, hein, la question Ah, pardon, de... responsable, excuse-moi, j'étais sur les OTM. Là, c'est toujours pareil. L'idée, c'est de, dans tous les cas, OTM comme responsable de salle, on est toujours sur la démarche de dire qualitativement, on aura des personnes qui seront formées et qui seront mieux à même de remplir leur rôle. Par contre, si les clubs ont des difficultés pour faire embrasser cette mission-là à leurs licenciés, un licencié classique, ça suffira normalement. Voilà, pour le moment, il n'y a pas de, j'ai pas vu de règles passées, disons qu'il fallait nécessairement avoir un RESEC qui était formé pour qu'il puisse remplir cette mission. Sachant que pour le moment, ça paraît compliqué de toute façon, vu le nombre d'équipes qui peuvent évoluer sur certains clubs sur une journée, ça nécessiterait quand même un nombre de responsables de salles formés extrêmement important. Donc là, pas d'obligation par rapport à ça. C'est Patrice, si je peux me permettre, on peut Oui, parler quand même de préconisation parce voilà, c'est ça. on sait aussi que les publics dans les salles, quel que soit le niveau de jeu, sont quelquefois un peu plus difficiles qu'auparavant. Donc effectivement, c'est bien aussi qu'on puisse compter sur une personne qui a les premiers indices, les premières compétences pour s'occuper justement de la gestion de la salle. On est Euh, vraiment sur de la montée qualitative, très clairement. Et Thomas, si tu peux nous redire, c'est une formation qui ne comporte pas énormément un volume horaire très important. Donc qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première strate de la structuration au niveau de l'arbitrage dans votre club. Donc vous voyez en haut à droite, vous retrouverez à chaque fois le volume horaire de la formation qui est mentionné. Et ensuite, on vient répondre aux questions pour qui, pourquoi, où, quand, comment, qui sont des questions pratiques, les questions que vous vous posez dans votre structure, et c'est bien normal. Et donc, je vais essayer d'apporter le plus de réponses concrètes pour qu'à la fin de la visio, vous puissiez entamer ou continuer les chantiers qui sont déjà engagés dans vos clubs pour structurer l'arbitrage. Donc, cette formation d'accompagnateur école d'arbitrage, alors, dans un premier temps, il faut bien comprendre que cette appellation, elle existait déjà les années précédentes, elle existait déjà les saisons précédentes. On entendait déjà l'appellation accompagnateur école d'arbitrage. Aujourd'hui, on a gardé la même appellation, mais avec des prérogatives qui ont diminué
puisqu'on a l'introduction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un nouveau niveau qui s'appelle accompagnateur club. Par contre, la volonté de la fédération et de l'institut de formation, c'est d'être en capacité de former des personnes, des parents, des bénévoles, des dirigeants, qui peut-être ne connaissent pas l'activité handball ou l'arbitrage du handball, mais qui sont en capacité d'accompagner des arbitres mineurs pour sécuriser leur pratique sur le terrain le week-end quand ils officient. C'est ça l'objectif de cette formation d'accompagnateur école d'arbitrage. Joël, en introduction, revenait sur la durée de la formation qui était en lien avec cette appellation accompagnateur école d'arbitrage les saisons précédentes, qui dépassait la vingtaine d'heures. Aujourd'hui, c'est ramené à 5 heures. Et vous pouvez voir dans le déroulé de la formation que c'est 5 heures, 3 heures en FOAD, donc une formation ouverte à distance, c'est ce qu'on entend derrière le terme FOAD, donc depuis chez vous, accessible depuis n'importe quel ordinateur où vous voulez, quand vous voulez, au rythme que vous voulez. Donc un parcours de 3 heures, plus l'obligation de réaliser 2 matchs en tant que juge accompagnateur, donc sur une rencontre, tutoré par une personne, et vous pouvez le retrouver en bas de votre écran, soit l'animateur école d'arbitrage de votre club, ou un accompagnateur territorial, ou un accompagnateur national. D'accord? Donc, si on revient sur les différences par rapport aux saisons précédentes, aujourd'hui, on est sur un volume horaire qui a drastiquement diminué puisqu'on est aujourd'hui sur 5 heures, avec des prérogatives qui ont également diminué, mais dans un objectif d'augmenter le nombre de personnes formées dans vos clubs pour sécuriser la pratique de nos jeunes arbitres sur le terrain le week-end. Donc, j'insiste bien, et le message est à transmettre dans toutes les structures qu'il n'est pas nécessaire de connaître l'activité ni même l'arbitrage de notre activité handball pour s'engager dans cette formation. On peut viser les parents, on peut viser des dirigeants, on peut viser des personnes qui pratiquent des offres de pratique comme du handfit et qui n'y connaissent peut-être pas grand-chose sur le handball à 7. Ces personnes-là, elles peuvent également s'engager sur cette formation puisque l'objectif, je le rappelle, c'est de sécuriser la pratique de nos jeunes sur le terrain le week-end. Donc ici, vous retrouvez, pour qui je vous l'ai dit, il faut avoir plus de 18 ans, pas nécessaire de connaître l'activité. Tout est à distance, 3 heures dans un parcours de formation à distance, 2 matchs en tant que juge accompagnateur. Pour la question, c'est 5 heures et je ne vois que 3 heures dans le parcours FOAD, c'est le décompte de 2 matchs en tant que juge accompagnateur dans autres est comptabilisé comme 2 fois 1 heure. Donc 3 heures de FOAD plus 2 matchs, plus 2 heures, on a les 5 heures de formation. Il y a Sur aussi les une infos. notion, pardon, excuse-moi, il y a aussi une notion de motivation, hein, c'est-à-dire que on a nos jeunes arbitres qui débutent dans l'arbitrage, qui parfois, faut le dire, hein, ne sont pas avec des entraîneurs très bienveillants autour d'eux. Et l'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'à la fin de leur premier match d'arbitre, ils n'arrêtent pas l'arbitrage et qu'ils soient vraiment en sécurité et que cette personne puisse continuer à les motiver et à faire en sorte que voilà, ils soient dans un climat de confiance. Exactement, Joël. Pour vous imager le rôle de la nouvelle version d'un accompagnateur école d'arbitrage, c'est un adulte qui va être en capacité de faire tampon entre les jeunes qui sont au sifflet sur le terrain et l'environnement. Il est situé à la table de marque, il est disponible pour répondre aux sollicitations des officiels de table. Il est en capacité et il a le droit de déposer ce qu'on appelle un TRC. Et vous demandez sûrement ce que c'est un TRC encore à l'heure d'aujourd'hui. Ça tombe bien, on a des webinaires qui sont prévus pour vous expliquer ce qu'est ce nom barbare. Mais en tout cas, il peut déposer un TRC pour être en capacité de ramener un environnement serein et permettre aux jeunes de siffler correctement et effectivement un objectif de motivation pardon, pour fidéliser le jeune arbitre et faire en sorte qu'il continue de saison en saison pour ensuite avoir un arbitre adulte qui aura de l'expérience et qui sera compétent dans ce domaine. Un petit peu plus loin avec des informations pratiques, puisque évidemment c'est ce qui nous intéresse, donc une formation de 5 heures avec une ouverture des inscriptions donc, sur la plateforme Campus des handballeurs qui est disponible depuis hier. Donc vous pourrez retrouver le diaporama que vous voyez à l'écran sera disponible sur le site de la Ligue et donc le petit bouton inscription vous enverra directement sur le lien d'inscription sur Campus des handballeurs. Et on clôture les inscriptions le 25 avril, c'est-à-dire que puisqu'on a la souplesse d'avoir une formation qui est à distance et ouverte à n'importe
quelle personne licenciée dans un club, et on peut suivre cette formation n'importe quand et n'importe où, on a la souplesse de laisser cette formation ouverte de septembre 2024 à avril 2025 pour toucher un maximum de public. Voilà les informations, on va dire, les plus généralistes et en tout cas les plus opérationnelles que je peux vous donner à l'heure actuelle. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à cette formation, avant d'enchaîner sur la formation d'accompagnateur club, on va prendre un petit temps pour y répondre. La fédération et l'IFFE, Ouais, c'est un prérequis, donc. exactement, nous amène à respecter une hiérarchie dans les formations d'encadrement de l'arbitrage. Dans un premier temps, une personne qui n'est pas dans le domaine, on va dire, de l'arbitrage très largement, on l'amène déjà dans un premier temps à être accompagnateur école d'arbitrage, puis ensuite accompagnateur club, puis ensuite animateur école d'arbitrage. Il y a une volonté de garder cette hiérarchie entre les trois strates différentes de l'organisation de l'arbitrage dans le club, ce qui ne nous permet pas d'organiser des sessions spéciales pour des arbitres qui sont peut-être déjà T1 et de les amener sur l'accompagnateur club, etc. Donc, dans un premier temps, il faut l'amener sur l'accompagnateur école d'arbitrage pour cette saison, pour ensuite le faire monter en compétence de saison en saison. Oui, alors attesté par un tiers, entre parenthèses, peut-être que, erreur de ma part, je l'ai mis en trop petit. Je m'inscris, donc je réalise la formation accompagnateur école d'arbitrage, j'ai réalisé mes 3 heures et il me reste 2 matchs à faire. Je vais sur le match du samedi à 14 heures au GVDH, je me mentionne sur la feuille de match pour que je sois visible par l'IDSF, comme quoi j'ai bien réalisé un match en tant que juge accompagnateur école d'arbitrage. Et ce match, il est attesté par soit l'animateur école d'arbitrage de ma structure ou l'animateur école d'arbitrage d'une autre structure, ou en tout cas une personne qui est en possession du certificat d'animateur école d'arbitrage, ou d'un accompagnateur territorial ou d'un accompagnateur national. Et c'est cette personne qui viendra nous valider le fait que, effectivement, tu as bien réalisé un match en tant que juge accompagnateur école d'arbitrage et que tu as les capacités pour encadrer une rencontre avec des jeunes arbitres et faire en sorte que tout se passe de manière la plus sereine possible pendant la rencontre. Donc, effectivement, cette personne, pour être encore plus dans l'opérationnel, nous fera parvenir un document nous attestant effectivement, par exemple, que Sylvain a bien réalisé deux matchs pardon, en tant que juge accompagnateur école d'arbitrage. Et c'est ce qui vaudra pour nous une attestation couplée au fait que tu vas apparaître 2 fois sur la feuille de match. Et alors la réponse, elle va être administrative. Pour pouvoir s'inscrire sur la feuille de match et donc être en capacité de réaliser les 2 matchs en tant que juge Ouais. accompagnateur, il faut être en position d'une licence. D'accord. Donc, quelle que soit la licence, à partir du moment où il est référencé sur la FFHB, même loisir, ça suffit. Exactement, puisque là, on est sur une fonction d'accompagnement, pas une fonction de joueur. Donc, on n'a pas la notion de certificat médical qui rentre en jeu. Donc, on peut sans problème avoir une licence loisir pour officier en tant qu'accompagnateur école d'arbitrage. Je parle sous le contrôle de Patrice. Si tu as des précisions à apporter sur l'aspect plus administratif. Non, non, c'est ça, c'est bon, tu as tout dit. L'idée, très clairement, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est que sous pression des CTA, en fait, la Fédé a compris que si on voulait sécuriser au maximum les gamins, il fallait qu'on puisse massifier l'encadrement. Et vraiment, ce premier rôle, les deux rôles clés, c'est sécuriser et fidéliser. Donc c'est vraiment pour faire le tampon, c'est pour ça que ça peut être un parent, enfin voilà, même quelqu'un qui n'y connaît pas forcément bien grand-chose à l'arbitrage, s'il est en capacité de pouvoir être à la table de marque pour assurer une fidélisation globale des gamins et les protéger, c'est la mission clé. Donc l'idée c'est vraiment que là les clubs s'y mettent, puisque en fait c'est en adéquation avec les règlements généraux qui disent que maintenant un JAJ doit être accompagné quand il est en train d'exercer ses missions. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, tout est facilité dans cette étape-là. Pour rebondir sur la question qui était posée par Guilhem et sur ce qu'a dit Thomas sur la validation, le fait que ce soit l'animateur école d'arbitrage qui puisse le faire, c'est également pour faciliter le travail des clubs et pour permettre rapidement d'avoir des gens qui sont en ordre de marche sur cette fonction d'accompagnateur école d'arbitrage.
hein, les accompagnateurs territoriaux ou a fortiori nationaux. Si vous cherchez les nationaux, on est trois sur la ligue. Voilà, ça va être compliqué pour nous d'aller faire le tour de toutes les popotes. Donc du coup, quand il y a quelqu'un qui est dans le club en capacité de le faire, il atteste et c'est tout bon. Et la durée de validité de cette formation, bah, en fait, ce sera la même chose. À partir du moment où il n'y a pas de limite de validité, elle est valable en permanence. À partir du moment où il y a 5 présences sur une feuille de match, elle se fait par tacite reconduction. Une autre question qui est arrivée dans le chat, donc j'y réponds aussi. Oui, Et vas-y. oui, cette formation, elle va permettre d'accéder à ce rôle d'accompagnateur école d'arbitrage, d'encadrement technique, et donc elle va compter pour la CMCD à partir du moment où quelqu'un aura fait 5 accompagnements sur un match. Donc si vous prenez le volume des rencontres qui existent et qui sont officiées par des JAJ sur une saison dans un club X ou Y, petite structure ou plus grande structure, je pense que ça va permettre très rapidement à des clubs d'être en conformité avec cette obligation accompagnement école d'arbitrage. Juste une petite intervention par rapport à la licence. Comme pour toutes les personnes qui souhaitent faire des formations, la première chose, c'est d'être licencié à la Fédé. Bah, ça montre l'engagement de la personne aussi. Et puis, rappelle que c'est une licence assurance. Et pour rebondir, avant d'enchaîner sur la prochaine formation sur l'animateur école d'arbitrage de votre club peut être le tiers qui atteste de votre participation à 2 matchs en tant que juge accompagnateur école d'arbitrage. Ça peut être également l'animateur école d'arbitrage du club voisin, sans problème. L'objectif, on est sur cette idée de collaboration, de coopération, que ça soit dans la formation des jeunes arbitres, mais aussi dans son encadrement. Donc, sans problème, l'animateur école d'arbitrage du club de Chevigny peut très bien aller attester la compétence du juge accompagnateur d'école d'arbitrage du club de Genlis de Longwy de Dijon si une demande est faite de leur part. L'idée étant qu'on puisse sécuriser l'environnement pour les jeunes arbitres et les motiver pour les fidéliser à plus long terme sur cette pratique. La mission du juge accompagnateur école d'arbitrage, ou plutôt de l'accompagnateur école d'arbitrage, pardon, c'est d'être en capacité de faire tampon entre l'environnement et les jeunes arbitres. Attention, je le précise, l'accompagnateur école d'arbitrage n'a aucune compétence à changer une décision d'un arbitre, à influencer la décision d'un arbitre ou même à sanctionner un officiel sur un banc. Par contre, il a cet outil que je vous ai mentionné, le TRC, le temps de régulation comportementale, que nous aborderons dans un prochain webinaire et vous aurez prochainement la date, qui a pour objectif de maintenir un climat favorable à la compétition. Donc, c'est concrètement un petit carton comme le temps mort qui est déposé et qui permet à l'accompagnateur école d'arbitrage de marquer une pause dans la rencontre pour permettre à l'environnement de revenir à un niveau plus serein si c'est par une excitation pardon, du public, par une excitation des bancs, des officiels, etc. Et une fois qu'on est revenu à un niveau plus serein, alors à ce moment-là, la pratique, le match peut reprendre. Mais on n'est pas sur une notion de sanction qui viendra après sur la formation que je vais vous présenter juste après. Voilà pour répondre à ta question, Damien, si j'y ai répondu. Peuvent être accompagnés. Et on est sur cette idée d'obligation, puisqu'on peut très bien avoir 20 ans et débuter dans l'arbitrage. Donc l'idée, c'est aussi d'être accompagné pour nous permettre, pour leur permettre d'évoluer de manière sereine sur les différentes rencontres. Je le rappelle, jusqu'à 21 ans au handball, on est considéré comme un arbitre jeune et au-delà de 21 ans, on est considéré comme un arbitre adulte. Sur la deuxième strate, dont je vous parlais tout à l'heure, premier niveau, accompagnateur école d'arbitrage, mon objectif c'est de sécuriser, de motiver par une formation de 5 heures. Et ici, on arrive sur l'accompagnateur club, qui est le deuxième niveau de formation. Alors, qui est un petit peu plus complexe dans la mise en place pour la saison 2024-2025, puisque vous voyez que cette formation, pardon, va concerner exclusivement les accompagnateurs école d'arbitrage certifiés lors de la saison 2023-2024 ou avant. Ce choix, il a été fait en collaboration avec la CTA et l'IDSF pour répondre à une problématique qui est plutôt simple, c'est que l'accompagnateur club sera en capacité de demander des sanctions sur les bancs. Donc,
la CTA en lien avec l'IDSF s'est questionnée sur est-ce qu'on permet à, entre guillemets, tous les accompagnateurs écoles d'arbitrage qui existaient déjà de devenir de manière automatique sur Gestan, on les qualifie directement comme accompagnateurs club. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient accompagnateurs école d'arbitrage, bim, d'un coup, en un clic, ils deviennent accompagnateurs club et donc ils sont capables de mettre des sanctions, de demander des sanctions sur les bancs, ou est-ce qu'on opère un tri sur un objectif qualitatif pour réaliser la transition avec l'ajout de la nouvelle formation accompagnateur club. Donc ça, c'est le choix qui a été réalisé. De manière concrète, ce qui veut dire que les personnes qui ont participé à la formation accompagnateur école d'arbitrage la saison précédente ou les saisons précédentes, pour devenir accompagnateur club et donc être en capacité de demander des sanctions sur les bancs, devront réaliser cette formation qui, vous le voyez en haut à droite de votre écran, a une durée de 7 heures. D'accord? Et c'est ce qui nous permet, cette saison 2024-2025, d'ajouter cette notion d'accompagnateur club au sein de la structuration des formations dans votre club. Est-ce que avant d'aller plus loin sur la notion d'ajout de l'accompagnateur club dans notre structuration de l'arbitrage dans les clubs, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? J'anticipe peut-être sur une question qui pourrait vous venir. Si je souhaite cette saison être accompagnateur club, il faut impérativement que je sois déjà en possession du certificat d'accompagnateur école d'arbitrage certifié. Donc on entend par certifié rentrer dans Gestan, dans la base de données, pour qu'on puisse vous connaître et vous reconnaître en tant qu'accompagnateur école d'arbitrage. D'accord? Donc, une durée de 7 heures pour sécuriser, protéger le jeune arbitre et le motiver, conseiller. Vous voyez sur les modalités pratiques sur le camp, on a un temps de présentiel de 2 heures avec l'animateur départemental de votre comité d'appartenance. Là, je fais le lien avec plutôt la commission territoriale d'arbitrage qui, depuis quelques années, est sous la houlette de Pierre Vaucher, qui est responsable du PPF arbitrage, donc du parcours de performance fédéral chez les jeunes. Comme il existe pour le masculin et le féminin avec les pôles sports, on a la même structuration au niveau de l'arbitrage. On a mis en place au sein de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté une personne référente par comité pour faire le lien entre les clubs, les comités et la Ligue. C'est une personne ressource que vous avez à disposition dans votre comité avec laquelle vous pouvez échanger à propos de l'arbitrage des jeunes arbitres. Donc l'objectif de ce temps de présentiel, c'est de vous permettre de faire connaissance avec cette personne dans un premier temps. C'est également de vous permettre d'avoir un temps de présentiel qui est proche de chez vous pour répondre à la question géographique, couplé à un temps distanciel de 2 webinaires, donc que vous pouvez suivre en direct le lundi 23 septembre et le lundi 21 octobre avec 2 thématiques différentes. La thématique du 23 septembre est différente de la thématique du 21 octobre. Mais ces 2 webinaires sont enregistrés et seront disponibles ensuite sur la plateforme Campus. Donc, si je ne suis pas disponible en direct le 23 septembre de 19 heures à 20 heures, je peux quand même visionner les 2 visios sur la plateforme Campus et les rattraper plus tard. Pas de parcours de formation à distance. Et ici, on doit justifier de 3 matchs en tant que juge accompagnateur. Donc, même démarche que l'accompagnateur école d'arbitrage pour une durée de 3 heures. Et donc, on se retrouve avec les 7 heures de formation pour l'accompagnateur. Une formation qui est ouverte depuis hier sur la plateforme Campus des handballeurs, avec une clôture également le 25 avril pour une durée de 7 heures. Voilà, vous avez également le petit schéma qui reprend les informations que je vous ai présentées. On va répondre maintenant à vos questions par rapport à cette formation qui arrive, qui est nouvelle pour cette saison 2024-2025. Alors, la réponse, Patrice a répondu, mais pour que tout le monde puisse l'entendre. Aujourd'hui, sur une feuille de match, il n'y a qu'une seule case accompagnateur. La case accompagnateur, vous comprenez que je peux être accompagnateur école d'arbitrage, formation que je vous ai présentée juste avant, m'inscrire dans cette case. Je peux être accompagnateur club, m'inscrire dans cette case. Je peux être accompagnateur territorial, m'inscrire dans cette case. Je peux être accompagnateur national, m'inscrire dans cette case.
Aujourd'hui, la réponse, c'est qu'on a une seule case à notre disposition sur la feuille de match électronique qui nous permet de nous renseigner en tant que juge accompagnateur, qu'on soit école d'arbitrage, club territorial, national. Donc la distinction sur la feuille de match aujourd'hui, elle n'est pas possible. Il n'y a pas de validation automatique, c'est ce que je disais dans le début de présentation de cette formation. On a fait le choix de ne pas avoir une validation automatique. Ce n'est pas parce que la saison dernière, j'étais accompagnateur école d'arbitrage que je deviens automatiquement accompagnateur club. Ce choix, il a été réalisé en prenant en compte le fait qu'on missionne une personne, l'accompagnateur club, on lui donne le pouvoir de demander une sanction sur les bancs. Donc, cette nouvelle compétence, ce nouveau savoir-faire, on a jugé, IDSF CTA, qu'il était essentiel de donner les clés aux personnes qui souhaitent suivre ce parcours d'accompagnateur club, de les former. Aujourd'hui, les webinaires que vous voyez affichés le 23 septembre et le 21 octobre, ils ont pour objectif de vous amener à comprendre à quel moment il est nécessaire de demander une sanction. Et, ils vont vous amener également à comprendre sur comment je vais demander une sanction d'un point de vue administratif, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, d'un point de vue technique, dans le jeu, quand est-ce que je peux demander à ce qu'on arrête le temps, quand est-ce qu'il ne faut surtout pas que je demande d'arrêter le temps, etc. Donc, c'est vous donner les billes pour réaliser correctement votre mission sur le terrain. C'est pour ça, encore une fois, je le répète, qu'on a fait le choix, c'est un choix de notre part, de ne pas avoir une validation automatique entre école d'arbitrage qui existait les années précédentes et accompagnateur club. L'objectif de réaliser des temps avec l'animateur départemental de votre comité sur un temps de 2 heures, c'est qu'on puisse réaliser ce temps en semaine ou en week-end, selon l'emploi du temps de l'animateur départemental et de vos disponibilités, de la disponibilité des stagiaires qui vont s'inscrire à cette formation. Et donc, l'objectif, c'est de laisser un espace, on va dire, plutôt libre pour l'organisation de ce temps. Si dans le comité 58, l'animateur départemental son objectif, c'est de réaliser 3 temps plutôt en présentiel avec des lieux géographiques ciblés, puisque ça correspond à des demandes de formation. Alors, il va réaliser 3 temps différents. Si je prends un exemple sur la Côte d'Or, il y a une demande de la part des clubs qui sont dans la métropole. On va plutôt réaliser un temps commun qu'on pourra reproduire plusieurs fois dans la saison si la demande correspond en face. On est vraiment dans l'adaptation entre la demande et ce que nous, on peut offrir au travers de l'animateur départemental sur la mise en place de ces 2 heures de formation. Exactement, c'est ça. On fait la distinction et quand je dis on, c'est la fédération et l'Institut fédéral de formation auquel on répond également, fait la distinction entre la partie d'encadrement, d'accompagnement d'arbitre et la partie d'arbitrage pur et dur. Et donc, on n'a pas d'équivalence entre l'arbitrage, je suis en capacité d'arbitrer sur le terrain et je suis en capacité d'accompagner le jeune. Alors, les saisons précédentes, c'est si on était titulaire, si on avait suivi la formation du module 1 plus réalisé les 5 matchs que vous deviez renvoyer sur l'adresse mail, alors dans ce cas-là, vous étiez pris en compte en tant qu'accompagnateur école d'arbitrage. On garde le même principe sur la saison qui arrive. La différence, encore une fois, avec l'accompagnateur club, c'est cette notion de sanction. Donc, si j'étais accompagnateur club et que je souhaite bénéficier de ce nouveau type d'accompagnateur club, alors je réalise cette petite formation. Si mon besoin est situé simplement sur la gestion et la sécurisation de l'environnement, je peux rester tout simplement accompagnateur école d'arbitrage au travers des formations que j'avais déjà suivies les saisons précédentes. On a toujours la prise en compte, comme a précisé également Patrice. Si je suis dupé, on va dire, pendant la rencontre sur la fonction de la personne qui est à la table, qu'est-ce que je dois faire? La réponse qui nous a été donnée, c'est de mentionner une remarque sur la feuille de match à la fin de la rencontre en expliquant le pourquoi du comment on souhaite mettre cette réclamation sur la feuille de match. Et ensuite, elle sera étudiée au niveau de la ligue pour savoir est-ce que cette personne, par exemple, qui a demandé une sanction, est-ce qu'elle était habilitée à demander une sanction ou non. Je vous invite à faire attention, puisque je pars du principe que les formations qu'on essaye de mettre en place, accompagnateur école d'arbitrage, club, animateur, etc., ont pour objectif d'avoir un environnement le plus bienveillant possible, le plus serein possible, d'être attentif dans les différentes remarques qu'on va pouvoir mentionner
et de considérer que je suis en capacité de mettre une remarque, effectivement, quand je le souhaite, mais d'être sûr, si je peux m'exprimer comme ça, d'être sûr à 100% de mes propos quand je dépose ma remarque sur la feuille de match pour pas créer justement des tensions qui pourraient être évitées pendant les rencontres. Aujourd'hui, on va pas se mentir, sur les matchs de ce week-end, par exemple, si vous avez un accompagnateur qui demande une sanction, ça risque d'être compliqué de croire à ce qu'il ait suivi la formation d'accompagnateur club. Par contre, au fur et à mesure de la saison, on va avoir des personnes qui auront été formées et donc ça va arriver petit à petit. La notion de confiance ici, elle rentre en jeu. Au travers de cette formation d'accompagnateur club sur les deux webinaires, comme je le disais tout à l'heure, le 23 septembre et le 21 octobre, il y a aussi, on va revenir sur comment, avant la rencontre, je suis en capacité d'aller me présenter aux officiels, que ce soit aux officiels de table et à l'officiel de l'équipe A et de l'équipe B pour, entre guillemets, débuter le dialogue et leur prouver ma bonne foi, le fait que je puisse, si jamais j'en ai besoin pendant la rencontre, demander une sanction. Mais voilà, qu'il y ait un dialogue avant la rencontre et que ça ne soit pas simplement je m'inscris sur la feuille de match, je ne dis rien et dès que je sens que ça va trop loin, je me lève, je demande une sanction. Ce qui là, effectivement, je comprends, pourrait mettre le doute à l'officiel de l'équipe A ou B sur le fait que la personne ait le droit ou non de réaliser cette action. Mais la réponse, pour revenir à ta question, c'est une remarque sur la feuille de match à la fin de la rencontre pour mentionner la problématique. Attention, l'usage du TRC est réglementé. Il ne peut pas y avoir de perte de balle puisque normalement l'accompagnateur il doit poser ce TRC uniquement sur un ballon qui n'est plus vivant, qui est mort. Donc du coup, il n'y a pas de perte Ok. de balle à ce moment-là. Après, attention, hein, dans les formations qu'on mettra en place et sur la politique d'usage de ce TRC, c'était déjà applicable l'an dernier. On en a peut-être eu 5 ou 6 qui ont été posés par des accompagnateurs territoriaux. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il y a eu tout un dialogue qui a été établi avant pour éviter d'en arriver à ça. Donc voilà, il y aura aussi une logique. Bah, si on demande une sanction, Mathieu, de toute façon, c'est le même principe. Il faut la faire sur un ballon mort. Faut pas que le but, c'est pour ceux qui vont être en capacité de pouvoir demander des sanctions sur des officiels à des JAJ, le message qui va être délivré, c'est pas d'agir comme Zorro ou comme celui qui va défendre la veuve et l'orphelin. C'est vraiment d'agir avec responsabilité au début pour pouvoir faire ça. Alors oui, c'est la théorie, on aura forcément des éléments qui partiront un peu de travers à un moment donné. Je me berce pas de douces illusions par rapport à ça. Mais logiquement, on devrait pouvoir s'éviter pas mal de problèmes en agissant en bonne réflexion. Voilà, de toute façon le sens du webinaire qui sera proposé sur l'usage du TRC et sur l'usage de la sanction, ça va être ça, hein. Et pour aller plus loin dans ce que vient de dire Patrice, au webinaire sur le TRC et de la sanction, c'est un webinaire qui fait partie du parcours d'accompagnateur club, donc qui fait partie des formations gérées par l'IDSF, mais j'ai eu une volonté et partagée par la CTA, par Patrice, par Joël Demouge, etc., c'est de l'ouvrir à tout le monde. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui est disponible sur ce créneau pourra suivre ce webinaire. Par contre, je peux très bien le suivre et ne pas vouloir être accompagnateur club, mais juste vouloir prendre les infos sur qu'est-ce que c'est un TRC, comment je le pose, quelles sont les règles qui entourent cette pratique, etc. Donc, n'importe quelle personne pourra avoir les informations. Si je souhaite me faire certifier en tant qu'accompagnateur club, il faudra que je suive ce webinaire plus le deuxième, réaliser le temps de présentiel de 2 heures et effectivement effectuer les 3 matchs en tant que juge accompagnateur. Mais j'insiste vraiment sur le fait que on n'est pas en chasse gardée sur la notion de TRC, sur comment je vais sanctionner, etc. Mais qu'on souhaite diffuser l'information au plus grand nombre. C'est pourquoi le webinaire il sera ouvert à tous les licenciés Bourgogne-Franche-Comté, voire même sur d'autres ligues sans problème. L'idée est de partager et de faire connaître ce nouvel outil pour que justement on évite le plus possible d'avoir des problématiques le week-end sur les différentes rencontres petit peu plus loin. Alors, si je reviens un petit peu pour pas vous perdre, vous voyez qu'ici, on a abordé les deux formations en lien avec l'accompagnement des pratiquants et des officiels lors des rencontres sportives, l'accompagnateur école d'arbitrage et l'accompagnateur club. Pour faire une synthèse, vous voyez qu'on a un nombre d'heures qui a diminué. On a ciblé, et quand je dis on, encore une fois, la fédération, l'IFFE a ciblé des compétences très précises à faire acquérir aux différents stagiaires pour leur permettre d'être compétents le week-end sur l'encadrement des rencontres, avec l'apparition d'un nouveau statut qui est celui d'accompagnateur club. On va continuer avec la petite partie je contribue.
ici avec la formation d'officiel de table de marque et de responsable de salle. Donc, la formation officielle de table de marque dont je vous parlais en introduction, vous voyez en haut à droite également une durée de 5 heures, ouvert à tout licencié de plus de 18 ans pour assister les arbitres lors des rencontres, donc chronométreur ou secrétaire. Alors, officielle table de marque, cette formation, elle peut également être suivie à partir de 16 ans, mais la pratique le week-end devra être encadrée par une personne qui est formée et qui est majeure. D'accord? C'est pour ça que j'ai laissé 18 ans, mais en vous le présentant, je me rends compte que je mettrai un petit astérix pour préciser cette nuance sur cette formation d'officiel table de marque. Vous voyez sur le camp, sur le côté opérationnel, un présentiel de 3 heures. Donc ici, on ne réinvente rien, c'est ce qu'on mettait déjà en place, ce que la CTA mettait déjà en place au travers des formations d'officiels de table. Donc on va reproduire la même logique de formation. Pour répondre à la question d'Éric tout à l'heure, on est également sur une logique de proximité géographique. Donc ici, la mise en place des temps de présentiel viendra répondre aux inscriptions des stagiaires. Si demain j'ai 10 stagiaires de Montbard qui s'inscrivent, alors on va chercher à déployer un temps de présentiel à proximité de Montbard et des autres clubs proches dans ce secteur géographique. Par contre, si demain les stagiaires sont plus proches de Voselles, par exemple, on ira dans ce coin-là. Attention, rien ne nous empêche sur un même temps d'avoir plusieurs sites de formation également. Mais vraiment d'avoir cette idée en tête que nous, les temps géographiques, ou en tout cas la localisation des temps géographiques, dépendra des inscriptions des stagiaires. Et on cherchera à répondre à une volonté de proximité de formation. Donc un temps de 3 heures et un parcours de formation ouvert à distance, parcours FOAD, de 2 heures. Donc pour une durée totale de 5 heures. Et vous retrouverez au sein de la formation ouverte à distance un QCM, un questionnaire, où il faudra ici attester de la réussite à ce test de connaissance avec une note supérieure à 70% pour être reconnu comme officiel table de marque. J'imagine qu'on va prendre un petit temps pour répondre à vos questions qui doivent être nombreuses, notamment en lien avec les obligations nationales. Et je vais laisser la parole à Patrice pour répondre à vos questions de ce point de vue-là. Alors, sur accompagnateur école d'arbitrage et accompagnateur club, on est plutôt sur une logique de désignation à l'intérieur de ton club. Ou alors, par exemple, sur l'accompagnateur club ou école d'arbitrage, si besoin il y a, par exemple, je suis dans le club A, le club B me dit j'ai un binôme de jeunes arbitres qui officie sur la rencontre du samedi à 14 heures, j'ai personne pour les accompagner et sécuriser l'environnement. L'accompagnateur école d'arbitrage du club A peut très bien se rendre sur la rencontre du club B. L'objectif, encore une fois, c'est cette volonté de sécuriser l'environnement. Mais on est moins sur cette logique, sur ces niveaux-là, de désignation CTA qui sont plutôt en lien avec les niveaux d'accompagnateurs pardon, au niveau territorial. Non, on a dit tout à l'heure, c'est obligatoire pour les clubs qui évoluent au niveau championnat de France. Ok. Donc après, pour les clubs territoriaux, si vous voulez avoir des gens qui sont en capacité de mieux maîtriser certaines situations qui peuvent se produire à la table de marque, à ce moment-là, oui, ils font la formation. Sinon, pas d'obligation. Alors, ceux qui ont déjà une certification d'OTM au niveau national, en fait, il faut solliciter la CTA pour reconduction de la certification d'OTM à partir du moment où, sur les 3 dernières saisons, il y a eu 15 tables de marque qui ont été réalisées. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, vous demandez s'il y a un club X ou Y. Par exemple, là, on a eu des demandes du club de Beaune hier qui nous a demandé des certifications ou l'état des lieux sur des OTM qui officiaient sur la haine de garçons et sur de la haine de filles. Du coup, on a regardé, on a vu qu'il y avait des OTM qui avaient fait un nombre de tables suffisamment important au cours des 3 dernières saisons. On les a renouvelés à partir de ce moment-là. Donc là, il faut bien vous adresser à la CTA pour ça, hein. Donc, ouverture des inscriptions sur Campus des handballeurs à partir du 16 septembre. Et on viendra clôturer ici le 16 décembre dans cette temporalité, effectivement, déjà pour répondre aux besoins des clubs nationaux en lien avec les obligations CMCD auxquelles ils doivent répondre. Et également, puisque notre réflexion s'est portée sur le fait que les besoins apparaissaient notamment en début de saison sur les officiels tables de marque. Donc c'est pourquoi on a laissé la première partie de saison ouverte pour suivre cette formation
en termes d'inscription. Alors, si on n'a pas de questions, on va enchaîner sur la deuxième formation en lien avec l'encart Je contribue, qui est celle du responsable de salle, qui est une formation qui apparaît cette saison, une nouvelle formation qui n'existait pas, qui n'était pas dispensée non plus par la CTA. C'est une presque des seules fonctions qui apparaissaient sur une feuille de match qui n'était pas réglementée par une formation, ou en tout cas à laquelle on ne pouvait pas se former. Donc ici, c'est une formation qui est ouverte pour tout licencié à la fédération de plus de 18 ans. Donc ici, on n'est pas sur une notion de 16 ans encadré par un majeur. Il faut absolument avoir plus de 18 ans pour réaliser cette formation et endosser le rôle de responsable de salle. Encore une fois, il n'est pas nécessaire de connaître l'activité et l'arbitrage puisqu'on est vraiment sur une notion de gestion de l'environnement, de sécurisation de l'environnement. On parlait également du besoin de proximité ou en tout cas d'accessibilité des formations. Ici, sur la durée de 5 heures, on a un parcours de formation ouvert à distance de 3h30 et un webinaire que vous pourrez suivre au choix. Donc, les webinaires, vous voyez apparaître les dates juste en dessous, 30 septembre, 14 octobre, 12 novembre, etc. Ça sera à chaque fois le même contenu qui sera reproduit. Toutefois, on a fait le choix, IDSF et CTA, de proposer ces visios en direct, c'est-à-dire qu'elles seront en live, animées soit par moi-même, soit par les animateurs départementaux des différents comités, pour encore une fois continuer à mettre de la proximité entre les clubs, les comités et la ligue. Donc, il y aura le même contenu animé par des personnes différentes en live pour pouvoir répondre à vos questions sur le moment. D'accord? Et donc, je dois simplement attester ma présence, cette présence sur un des webinaires parmi les choix proposés à l'écran, plus réaliser le parcours de formation ouvert à distance de 3h30 pour être formé en tant que responsable de salle. Effectivement, dans la formation ouverte à distance, sur le même principe, on doit attester de la réussite à un test de connaissance avec une note supérieure à 70%. Et là, on est sur une ouverture des inscriptions également le lundi 16 septembre, comme la formation d'officiel de table de marque et une clôture des inscriptions le 24 février. Vous voyez apparaître là à l'écran les différentes dates de webinaires auxquels vous pouvez assister. Je rappelle, j'ai besoin d'assister à un seul des webinaires, à un seul des points bleus qui s'affichent à l'écran et de réaliser le parcours de formation ouvert à distance de 3h30 pour être formé en tant que responsable de salle. De devoir se former en tant que responsable de salle? Est-ce que je vais être puni si je n'ai pas de formation de responsable de salle et que je m'y mets? La réponse est non, mais l'objectif, c'est d'avoir de plus en plus de personnes formées au fur et à mesure que les saisons avancent pour permettre d'avoir des personnes qui sont compétentes aux différentes fonctions qu'on peut retrouver sur une feuille de match. Et faire en sorte, effectivement, qu'on puisse avoir des environnements qui soient sereins, qui soient bienveillants, pour qu'à la fois les joueurs puissent s'épanouir, les jeunes, les moins jeunes, que les arbitres puissent réaliser leur travail en sécurité, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, que les entraîneurs puissent entraîner de manière convenable et que le spectacle des différentes rencontres, que ça aille des jeunes jusqu'aux moins jeunes, soit agréable à suivre et qu'on fasse en sorte de garder un sport propre dans tous les sens du terme. Voilà un petit peu la volonté de cette formation qui n'est pas soumis à une obligation. Donc tout de suite sur l'encart, j'encadre l'arbitrage. Ici, on est sur la formation animateur école d'arbitrage et son recyclage. Une formation qui a très peu changé de la version que vous avez connue les saisons précédentes, qui a la même durée de 15 heures, qui est ouvert aux accompagnateurs clubs qui réalisent la formation lors de la saison 2024-2025, puisqu'on a la demande de la fédération et de l'Institut fédéral de formation de garder cette hiérarchie entre accompagnateur école d'arbitrage qui est un prérequis pour être accompagnateur club et accompagnateur club qui est un prérequis pour être animateur école d'arbitrage. Donc, je ne pourrais suivre la formation animateur école d'arbitrage en 2024-2025 que si je n'ai suivi la formation d'accompagnateur club de cette heure que je vous ai présentée juste avant. Concrètement, la saison dernière, j'étais accompagnateur école d'arbitrage. Je souhaite me former en tant qu'animateur école d'arbitrage cette saison, en 2024-2025. Je dois suivre les 7 heures d'accompagnateur club et les 15 heures d'animateur école d'arbitrage.
Sur les 15 heures, ils sont découpés sur 2 temps présentiels, le 16 novembre et le 12 avril, ici à Dijon, pour une durée de 6 heures, 2 journées, avec 4 webinaires ici à des dates différentes, vous voyez, qui viennent parcourir toute la saison à une durée d'1 heure. Effectivement, encore une fois, des webinaires qui seront enregistrés. Donc, si le stagiaire n'a pas la possibilité de les suivre en direct, il pourra visionner les replays sur le site de campus et un parcours de formation ouvert à distance de 5 heures, avec notamment la dépose de cas pratiques en lien avec la structuration de l'arbitrage au sein de ma structure, puisque c'est le rôle et les objectifs de l'animateur école d'arbitrage. Effectivement, vous voyez sur le comment au final, je vous l'ai dit, les 4 webinaires, le temps de présentiel, le parcours FOAD et une épreuve de certification qui est un entretien où le stagiaire présente le travail qu'il réalise de manière qualitative et quantitative au sein de sa structure pour finalement valoriser le travail qu'il réalise toute la saison et nous permettre, et quand je dis nous, c'est à la fois l'IDSF et la CTA, les animateurs départementaux compris, de connaître l'activité de vos écoles d'arbitrage dans vos clubs. Donc l'objectif de certification, elle a surtout un objectif d'échange entre vous et on va dire le monde de l'arbitrage BFC pour savoir ce qui se fait et également sur comment on peut vous accompagner encore pour monter en compétences, former encore plus d'arbitres, former de meilleurs arbitres, vous permettre d'avoir plus de ressources, etc. On est sur une certification avec une volonté vraiment d'échange pour vous accompagner dans la structuration de l'arbitrage au sein de votre club. Ouverture des inscriptions sur Campus des handballeurs le 23 septembre avec une clôture des inscriptions le 8 novembre. Une période plutôt courte pour s'inscrire en lien avec les dates de présentiel puisque ce sont 2 dates uniques qui auront lieu pendant la saison 2024-2025, le 16 novembre et le 12 avril. C'est pour ça, ouverture le 23 septembre, clôture le 8 novembre pour début du premier temps de présentiel le 16 novembre à Dijon. Oui, la formation ne sera pas ouverte si on est en dessous de 6 stagiaires inscrits à la formation, que ce soit pour la formation animateur école d'arbitrage ou les autres formations. Aujourd'hui, depuis que je suis arrivé à la Ligue et depuis que je suis en charge des formations, l'animateur école d'arbitrage a toujours été ouvert chaque saison, puisqu'il y a une volonté en lien avec les obligations des clubs. Donc, cette formation est ouverte tous les ans, en tout cas depuis que je suis là. Donc, je pense, sans trop me tromper, qu'elle sera également ouverte cette saison. Si vous retrouverez dans le document, encore une fois, le document que je vous présente, à la fois la visio est enregistrée et à la fois le document que je vous présente sera disponible sur le site de la Ligue et de l'IDSF. Donc, vous pourrez retrouver ces informations sans problème. Et ici, vous avez la formation animateur école d'arbitrage. Vous retrouvez un recyclage en lien avec justement ces obligations. Ici, pour la saison 2024-2025, ce recyclage concerne les personnes qui ont passé la formation d'animateur école d'arbitrage lors de la saison 2021-2022 ou avant et qui souhaitent se recycler. Pourquoi? Pour être pris en compte dans la CMCD. Si je souhaite simplement continuer de réaliser le travail que j'ai engagé depuis de nombreuses saisons sur la structuration de l'arbitrage au sein de mon club, je n'ai pas l'obligation d'effectuer ce recyclage. L'obligation de recyclage, elle apparaît seulement et si seulement je souhaite être pris en compte pardon, dans la CMCD. Et elle prend la forme d'1 heure d'entretien, encore une fois, sur le même principe que l'heure que vous retrouvez dans la certification sur l'échange d'un point de vue quantitatif, qualitatif du travail que vous avez engagé dans votre club. Donc voilà, ici les 2 formations, que ce soit l'animateur, on va dire la formation initiale, et le recyclage qui correspond plutôt à une question d'obligation de CMCD pour laquelle je pourrais être amené à recycler ce niveau d'animateur école d'arbitrage. On a parcouru l'encart j'accompagne, on a parcouru l'encart je contribue, j'encadre l'arbitrage. On arrive sur le dernier, ici qui correspond au versant plutôt terrain, on va dire, des formations qui sont proposées au sein de l'IDSF pour l'arbitrage. Donc le recyclage, le juge-arbitre de niveau territorial 3 et la formation juge-arbitre de niveau territorial 1 et 2.
Donc, tout d'abord, la formation du recyclage du juge-arbitre territorial qui concerne tous les licenciés qui étaient déjà juges-arbitres à la fédération de plus de 21 ans, 2003 et avant, qui souhaitent officier lors de la saison 2024-2025 avec le même schéma depuis de nombreuses années, un temps de présentiel de 3 heures en proximité, puisqu'on a effectué une première session au mois de juin avec une session par comité, un temps par comité, pardon, une deuxième session qui se déroule depuis fin août jusqu'à dimanche prochain, encore une fois avec un nouveau temps de présentiel dans chaque comité. Puis nous aurons 2 temps de rattrapage pour les personnes qui n'auraient pas pu être présentes ou qui n'étaient pas en capacité, notamment physique, de réaliser ce temps de recyclage. Donc 2 temps de rattrapage qui auront lieu à la fin du mois d'octobre à Dijon et à Besançon. Ce temps de présentiel de 3 heures, il est couplé à 3 webinaires le 4 novembre, 13 janvier, 17 mars pour nous amener aux 8 heures de formation qui est la formation du recyclage juge-arbitre territorial. Donc, les inscriptions, vous l'aurez compris, étaient ouvertes depuis juin 2024, avec aujourd'hui déjà plus de 200 juges arbitres territoriaux recyclés. Et ça continue dimanche notamment avec un recyclage à Pontarlier qui sera animé par Damien Clerc et une clôture des inscriptions le 7 octobre avec les 2 derniers temps entre guillemets de rattrapage à Besançon et à Dijon le week-end du 26-27 si je ne dis pas de bêtises au mois d'octobre. C'est ça, le samedi 26 et le dimanche 27 octobre. Voilà pour la partie recyclage. N'hésitez pas encore une fois, si question il y a. Patrice, tu souhaites intervenir? Oui, juste préciser pour les gens des clubs, comme il y a des désignations, enfin comme il y a des matchs aussi à arbitrer sur la partie jeune, les brassages qui ont commencé le week-end dernier en 15 et puis qui vont s'étoffer avec les autres niveaux de jeu là, le week-end qui vient. Si c'est des arbitres adultes, donc qui sont nés en 2003 et avant, ils ne peuvent pas arbitrer même des rencontres jeunes s'ils ne sont pas passés par la case recyclage. Ils doivent être actifs. D'accord? J'insiste bien sur doivent être actifs. Là, le week-end dernier, il y a 3 juges arbitres adultes qui ont officié alors qu'ils n'étaient pas renouvelés et qu'ils n'étaient pas actifs dans G-Stand. S'il y a un problème sur le terrain, à ce moment-là, il y a la responsabilité de ces personnes qui est engagée parce qu'ils n'ont rien à y faire. Donc j'incite très fortement les clubs à faire très attention à ça. Pour arbitrer pour un adulte, il faut qu'il ait recyclé, donc qu'il ait satisfait à un test physique, à une durée de formation, etc. Sans recyclage, impossibilité d'arbitrer. Ok. On arrive sur les 2 dernières formations. Ici, avec la formation du juge arbitre territorial de niveau 3, qui concerne tous les licenciés, encore une fois, de 21 ans ou plus, donc année de naissance 2003 et avant, qui souhaitent se lancer dans l'arbitrage. Voilà. Donc, on n'a pas de profil type. C'est également en fonction des besoins des clubs, des motivations des licenciés dans votre structure pour contribuer au développement de l'arbitrage sur le territoire, permettre à ce que toutes les rencontres de nos différents championnats soient arbitrées à minima par un arbitre et au mieux par un binôme d'arbitres. Et ici, une formation qui s'est mise en place sous cette forme depuis la saison dernière avec plus d'une centaine de stagiaires qui ont participé à cette formation. Un premier temps de formation ouverte à distance pour une durée totale de 6 heures, où ici, on vient réaliser 6 webinaires d'environ 20 à 30 minutes maximum, suivis d'une évaluation en lien avec le webinaire que vous venez de visionner. À l'issue de ce parcours de formation à distance, une fois que j'ai suivi les 6 webinaires, alors dans ce cas-là, ça me déclenche automatiquement, moi au niveau de l'administratif avec Tomoyo, et je reviendrai tout à l'heure sur la gestion administrative, le besoin de suivre un temps de pratique pour ces personnes. Concrètement, encore une fois, je reprends l'exemple du club de Besançon. Je suis stagiaire du club de Besançon. J'ai réalisé les 6 webinaires plus les 6 évaluations. Moi, ça va m'envoyer une notification comme quoi cette personne doit suivre un temps de pratique si elle souhaite continuer la formation et être validée en tant que juge arbitre territorial de niveau 3. Donc, encore une fois, on répond à cette logique de proximité géographique, puisque c'est moi-même ou l'équipe de formateurs sur cette formation JAT3 qui va se déplacer en proximité pour réaliser le temps de pratique.
temps de pratique de 3 heures, qui est décomposé d'une heure et demie où on va prendre appui sur un entraînement du club qui va nous recevoir, où moi, la commande qui est passée, c'est de réaliser le plus possible d'exercices avec de l'opposition pour qu'on puisse mettre les stagiaires en situation réelle d'arbitrage. Et on prend également une heure et demie sur ces 3 heures pour revenir sur des questions qui auraient pu apparaître lors du visionnage des différents webinaires ou alors des questions plus pratiques en lien avec l'aspect administratif, réglementaire, voire financier. Et enfin, puisque je rebondis et j'insiste encore une fois sur la volonté d'accompagnement, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, cette formation vous permet d'accéder à un accompagnement, pardon, sur un de vos arbitrages. D'accord? Donc, on a une personne qualifiée au niveau territorial qui se déplace pour venir vous observer sur une de vos rencontres, vous guider notamment sur l'aspect administratif, puisque la première fois que je me rends sur une rencontre officielle, je peux parfois avoir des doutes, je ne me rappelle plus de ce que j'ai vu en formation, etc. Donc cette personne, elle est là pour vous guider, pour vous accompagner et également vous évaluer, donc de manière positive, encore une fois, vous guider, vous faire des retours sur votre prestation pour vous permettre de monter en compétences de match en match au cours de la saison. Des inscriptions qui sont ouvertes sur Campus des Handballeurs depuis le lundi 2 septembre et une clôture le 3 février. La clôture du 3 février, et on n'ira pas au-delà, correspond aux besoins de mise en place de temps pratique, puisque je peux très bien m'inscrire le 3 février, mais je peux très bien mettre un jour comme 2 mois pour réaliser les 6 webinaires. Donc pour anticiper cette problématique, j'ai bloqué la clôture des inscriptions au 3 février pour laisser le temps aux stagiaires de suivre de manière convenable les webinaires et de mettre en place des temps de pratique de qualité pour leur permettre derrière de réaliser quelques matchs en fin de saison sur des rencontres officielles. D'accord? Donc n'attendez pas que des dates sortent et des lieux sortent pour vous inscrire, mais inscrivez-vous pour que moi, derrière, je puisse mettre en place des temps de pratique en proximité, proche de chez vous, en lien avec les clubs pour être en capacité de vous proposer quelque chose de qualité, comme je vous le disais, puisqu'il faut qu'on aille sur des oppositions pour vous permettre d'être en situation réelle d'arbitrage. Tous les accompagnements n'ont pas pu être réalisés l'an dernier parce qu'on manque un petit peu de ressources. Et aussi, la population des nouveaux JAT3, c'est une population qui est peu disponible. Donc, réussir à caler des suivis, c'est-à-dire avoir une compatibilité d'horaire entre les matchs sur lesquels on va pouvoir désigner ces nouveaux JAT3 et les matchs sur lesquels on a une possibilité d'avoir un accompagnateur, des fois, c'est extrêmement complexe. Et je suis sympa sur le complexe. Voilà, donc c'est difficile. De toute façon, moi j'ai projeté auprès des accompagnateurs que j'avais il y a 10 jours en recyclage le fait de tenter de voir toute notre population d'arbitres sur les 3 prochaines saisons. Donc les nouveaux T3 qui sont rentrés dans la boucle en font partie. Procédure pour surclassement d'un JAJ. Donc, on ne peut pas surclasser un JAJ. Les années d'âge sont fixes, elles sont fixées par la Fédé, on n'en déroge pas. Par contre, quand là, cette année, c'est ce qu'évoquait Sébastien là juste avant, on est JAJ enfin T3 entre 2004 et 2009. Donc, ça veut dire que ceux qui sont nés en 2004 sont amenés à devenir juge arbitre adulte sur la saison 2025-2026. Donc là, en fait, s'ils sont JAJ T3, c'est-à-dire au sein des clubs, il faudra qu'ils passent par la formation nouveau JAT3, obligatoirement. Sinon, c'est le parcours de performance fédérale qui se met en place. Et donc, du coup, ils ont déjà été repérés avant. On les a pris on les a pris en charge au niveau ligue après les comités. Et donc, ils sont désignés sur les championnats régionaux. Et là, à ce moment-là, en fait, ils passent juste à recyclage quand ils sont passés par ça. C'est année de naissance. Donc ici à l'écran, vous avez les différentes prérogatives pour être juge arbitre territorial de niveau 3, notamment avec l'année d'âge 2003 et avant. L'attestation d'honorabilité qui est une obligation si je souhaite officier sur les rencontres. Vous voyez la notion de 6 stagiaires dont je vous parlais tout à l'heure pour mettre en place le temps de pratique. Vous rappelez également qu'une épreuve physique a lieu durant ce temps de formation pour répondre aux règlements généraux de la fédération, épreuve physique qui a également lieu dans le recyclage du juge-arbitre territorial. Ici, vous retrouvez le parcours dont je vous ai expliqué l'organisation tout à l'heure. Je m'inscris, je suis les 6 webinaires disponibles sur campus, je réalise les 6 évaluations correspondantes. À partir de ce moment-là, ça me déclenche une alerte et on met en place le temps de formation pratique en bassin de proximité, ce qui nous amène sur l'étape suivante. Je réalise des arbitrages officiels avec un objectif, c'est d'être accompagné sur une rencontre officielle par un juge accompagnateur
territoriale en lien avec la remarque de Patrice précédemment. Et à partir de là, je suis considéré comme un juge arbitre territorial de niveau 3 pour la saison en cours. Et donc, si je me projette sur la saison suivante, donc 2025-2026, si je souhaite continuer d'officier sur les championnats régionaux, à partir de ce moment-là, je devrais suivre le recyclage juge-arbitre territorial que je vous ai présenté juste avant. Voilà la logique de formation au niveau des arbitres et surtout des nouveaux arbitres. Joueur obligatoire. Alors, en fait, il n'y a pas de blocage G-Stand avec la loisir, mais la fédération a clairement dit que en termes de couverture d'assurance, avoir une licence loisir en tant qu'arbitre quand on officie sur une compétition, donc c'est-à-dire où il n'y a que des gens avec une licence compétitive, c'était pas compatible. Et donc, du coup, en fait, ils ont obligé à ce que tout le monde prenne une licence compétitive, joueur ou joueuse, quand on arbitre. Parce qu'en fait, il y a un défaut, un cadrage d'assurance qui est pas du tout en adéquation. Et donc, du coup, ils ont dit, hop, licence joueur pour tous les arbitres. Pour répondre également à Cyril, être titulaire d'une licence pratiquant mention joueur ou blanche ou loisir, c'est pour l'entrée en formation. Tu peux très bien en début de saison te dire, bah tiens, je me prends une licence loisir puisque je n'ai pas d'objectif particulier. En cours de route, je me rends compte qu'avec les obligations de mon club, je vais sûrement devoir arbitrer. Je peux très bien m'inscrire dès maintenant sur la formation et changer le type de licence au cours de la formation. C'est Et enfin, la dernière formation qui concerne les arbitres et l'arbitrage pur et dur, qui est la formation territoriale de niveau 1 et 2, ouverte aux personnes qui étaient déjà arbitres les saisons précédentes. D'accord? Donc, si j'effectue la formation d'arbitre JAT3 cette saison, je ne peux pas suivre évidemment la formation T1, T2. Je pourrais la suivre à minima la saison prochaine en fonction également des compétences que j'aurai développées cette saison et du nombre de matchs réalisés. Ici, une formation d'arbitre territorial niveau 1 et 2 avec un volume horaire beaucoup plus élevé, avec des temps de présentiel que vous voyez affichés à l'écran, le 2 novembre à Dijon, le 4 janvier à Besançon et le 13 avril avec un lieu à définir selon la situation géographique des stagiaires, avec toujours la volonté d'être proche des personnes qui souhaitent se former. Un parcours de formation ouvert à distance d'1 heure et demie et cette fois 2 accompagnements sur vos arbitrages pour être en capacité d'évaluer votre montée en compétences entre les deux moments de suivi de la part des accompagnateurs territoriaux. Donc, cette formation, elle s'est lancée il y a 2 saisons avec une dizaine d'inscriptions. La saison précédente, effectivement, le nombre d'inscrits n'était pas suffisant pour ouvrir la formation. Aujourd'hui, on est déjà environ une quinzaine de personnes qui souhaitent monter en compétence au niveau de l'arbitrage régional. Donc, c'est une formation qui verra le jour cette saison, avec une ouverture des inscriptions le 23 septembre et une clôture le 25 octobre, en lien évidemment avec le premier temps de présentiel qui aura lieu le samedi 2 novembre. Oui, bonsoir. J'ai une petite question concernant les formations présentielles. Là, je vois samedi 2 novembre et samedi 4 janvier. C'est l'un ou l'autre ou il faut faire les deux? Non, c'est les deux. D'accord. Et si on n'est pas dispo sur une des deux? C'est reporté à la saison d'après, puisque le contenu qui est dispensé, contrairement à d'autres formations et notamment les webinaires avec des replays possibles, ici, c'est des temps présentiels où le contenu est dispensé uniquement en présentiel. Donc, les temps de rattrapage s'effectuent sur la prochaine session, sachant qu'il y a une session par an. On est amené à revenir la saison d'après. Pour une précision sur le samedi 4 janvier, puisque peut-être certains font le lien avec le Carrefour des formations, qui est un événement majeur au sein de notre ligue et qui a lieu sur ce premier week-end de janvier. C'est une formation, la formation pardon, T1, T2 prendra appui sur ce Carrefour des formations. On sait pas quelque chose qui sera à part ou à un autre moment que ce carrefour des formations. C'est pourquoi on est à Besançon sur le samedi 4 janvier. C'est parce qu'on souhaite mettre en place, continuer à développer, à montrer que l'arbitrage fait également partie de toutes les pratiques qu'on peut avoir au handball et donc que l'arbitrage a logiquement sa place au carrefour des formations. Les prix des formations, elles ne sont pas affichés puisqu'elles n'ont pas été votées pour le moment. Donc aujourd'hui, le prix des formations, je ne pourrais pas communiquer davantage dessus puisque je n'ai pas les réponses à apporter à vos questions. Néanmoins, dès que la procédure de vote des différentes formations, des différents tarifs des formations sera connue, vous aurez évidemment une information qui vous sera communiquée.
Et effectivement, Patrice, tu avais quand même vu juste, puisque les tarifs qui sont mentionnés dans le chat correspondent aux tarifs de la saison précédente. Il n'y a aucune raison, notamment, que les tarifs qui étaient en vigueur ne changent a priori. Le vote concerne notamment l'apparition des nouvelles formations dans l'architecture des formations arbitrage de l'IDSF, comme la formation accompagnateur club, à laquelle il faut attribuer un tarif, la formation officielle table de marque, la formation responsable de salle notamment. Pour les autres formations, ça sera une confirmation du prix qui existait déjà ou une réévaluation en fonction des propositions qui seront faites et qui seront soumises au vote. Donc, pour terminer ce webinaire, déjà, merci à tous d'être restés connectés, d'avoir suivi les différentes formations qu'on va pouvoir vous proposer pendant la saison 2024-2025. Vous les retrouvez à droite de votre écran. Vous retrouvez à gauche mon adresse mail pour tout ce qui est questions pédagogiques, d'organisation, ou en tout cas ce qui peut vous interroger. J'insiste sur le fait qu'effectivement, vous pouvez mettre en copie la boîte mail de la CTA, puisque l'objectif, c'est de vous apporter des réponses les plus rapides possibles. Et étant donné que les formations arbitrage ne sont pas les seules missions que j'ai au niveau de la ligue, ça peut prendre parfois un petit peu de temps. Donc, plus on vous mettrait en copie, que ce soit Patrice ou la boîte mail arbitrage qui est également gérée par Didier, plus les réponses pourront être rapides. Et vous avez également, et je la remercie même si elle n'a pas pu être présente avec nous sur le webinaire, Tomoyo Combet, qui est la responsable administrative avec laquelle vous devez absolument communiquer si vous rencontrez des problématiques, notamment d'inscription sur Campus des handballeurs. Je vous fais passer le message et qu'elle m'a demandé de vous transmettre, qui est: ne vous excitez pas seul derrière votre ordi, mettez-lui un mail, elle vous fera une réponse très très rapide et surtout elle vous permettra de garder votre énergie pour les temps de formation même si la plupart des temps ont diminué. L'idée, c'est qu'on puisse être serein et qu'on puisse être cool sur les formations en lien avec l'arbitrage. Réponse dans la journée dans 90% des cas et 90% pour Tomoyo, c'est une fourchette basse, encore une fois.